La lettre désespérée d'un petit garçon à une société de milliardaires pour sauver sa petite ville devient virale. Mais ce qui attire l'attention de la société n'est pas la supplique, c'est l'écriture, identique à celle de son propre fils. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Marcus Stonehenge n'avait pas remarqué la lettre sur son bureau avant son deuxième café. À ce moment-là, les réunions du matin étaient terminées, la mise à jour aux investisseurs s'était déroulée sans incident et son assistante Mélanie se tenait dans un coin, faisant semblant de ne pas fixer. Elle y avait passé encore 5 secondes avant de pousser l'enveloppe un peu plus près à l'aide du bord de son iPad. Celle-ci devient virale, tu devrais au moins la lire avant de décider qu'elle est indigne de toi. Il lui lança un regard qui ne fit pas mouche, elle sourit, ce qui l'agaça d'autant plus. Marcus n'avait aucune patience pour le bruit d'Internet ni pour les histoires à larmoyer déguisées en opportunités d'affaires. Il prit l'enveloppe, déjà à moitié parcourue d'un soupir, et la retourna. L'écriture sur le devant était étrange. De grandes boucles, un espacement irrégulier, à peine maîtrisé, comme si elle avait été écrite à la hâte ou avec bien trop d'émotion pour quelqu'un d'aussi jeune. Il brisa le sceau, parcourut les premières lignes et faillit la jeter. C'était un enfant suppliant clairement quelqu'un, n'importe qui, de sauver sa ville, Maplewood, un endroit dont il n'avait jamais entendu parler. L'enfant demandait de l'aide pour leur école, Liberty, leur unique établissement, et pour l'usine de M. Grant qui, apparemment, était le dernier endroit où quelqu'un avait un emploi. La lettre était truffée de fautes d'orthographe et il y avait des gribouillis dans les marges. L'un représentant un livre avec des bras en pleurs, un autre un bonhomme allumette tenant une clé à molette. Marcus saisit à nouveau son café, prêt à jeter le tout dans la poubelle, puis sa main s'arrêta. Il regarda de plus près l'écriture, tira la lettre plus près de lui, le froncement des sourcils s'intensifiant, mais pas de la manière habituelle ou le regard pincé qu'il arborait dans les salles de réunion. Il y avait de la confusion, un nœud silencieux dans l'arrière de son esprit se resserrant à chaque seconde. Il observa à nouveau les boucles, les A majuscules inclinés, les G minuscules bancales avec le même crochet supplémentaire en bas. Il se leva sans un mot et quitta son bureau. Passant devant Mélanie qui eut à peine le temps de le suivre, Marcus s'engagea dans le couloir, la lettre toujours en main, jusqu'à atteindre l'ascenseur. Personne ne dit rien durant le trajet. Il monta dans la voiture, dit à Marcus de conduire jusqu'à chez lui et s'assit, l'enveloppe bien aplatie contre son genou. Chez lui, Ellie était là, comme toujours après l'école, au comptoir de la cuisine, la moitié de son visage enfoui dans un carnet de croquis, l'autre moitié écoutant un livre audio sur la tablette devant lui. Il ne leva pas les yeux quand Marcus entra, mais il fit un signe distrait de la main tenant un crayon. « Mets en pause », dit Marcus en se penchant au-dessus du comptoir. « Je veux te montrer quelque chose. » Ellie leva les yeux, confus mais obéissant, pendant que Marcus sortait une feuille de sa mallette, que Ellie avait écrite le mois dernier dans le cadre d'une lettre à son camp d'été. Ce n'était rien de spécial, juste une note de remerciement que le moniteur leur avait demandé d'écrire, mais elle avait été manuscrite. Marcus la plaça à côté de la lettre du garçon de Maplewood et les aligna. Ellie tendit le cou. « Pourquoi ma lettre est-elle à côté de celle-ci ? Ce n'est pas la tienne, on dirait la mienne. » « Je sais, » répondit Marcus sans ajouter un mot de plus. Pendant un moment, il fixa les deux papiers, les similitudes si précises que cela lui donnait la chair de poule. Il n'aimait pas cela pas seulement les lettres, mais les espaces entre elles, les boucles sur les « al » minuscules, même les taches accidentelles près de la fin de certaines lignes, comme si l'écrivain avait l'habitude de traîner sa paume. Il ne croyait pas aux coïncidences, pas de celle-là. Il prit une respiration et jeta un coup d'œil à Ellie qui était revenue à son carnet de croquis, le même poignet penché, la même prise sur le crayon. Pendant un moment, cela donnait l'impression de regarder quelqu'un en double. Le lendemain matin, Marcus se trouvait dans son bureau 1 heure en avance. Il déposa la lettre sur le bureau de Mélanie sans un mot. « J'ai besoin de tout savoir sur l'enfant qui a écrit ceci. Nom, date de naissance, école, parents, adresse et la ville de Maplewood. Fouillez-moi ça. » Mélanie ne prit pas la peine de poser des questions, elle haussa seulement un sourcil et se mit à taper pendant qu'elle travaillait. Marcus s'appuya contre la fenêtre, fixant l'horizon. Normalement, cette vue le calmait. Un patchwork de verre et d'acier qui prouvait que ses décisions avaient du poids, mais ce matin, tout semblait creux. Il pensa à Mara, pas souvent et pas tendrement, mais il y avait un temps où tout était simple, avant l'introduction en bourse, avant la première grande acquisition, avant le fardeau d'élever un enfant seul. Elle était partie en silence, sans dispute, sans drame public, juste une note et un accord de garde qui confiait à Marcus la garde exclusive d'Ellie. Il ne s'était pas retourné, pas vraiment,
et Mara n'avait rien demandé de plus. Mélanie interrompit ses pensées d'un tapotement sur le bureau. Le nom de l'enfant est Jamie, 10 ans, pas de parents connus, dans et hors du système de placement familial depuis l'âge de 3 ans, aucun dossier d'adoption. Il est à Maplewood depuis les 5 dernières années, principalement sous la garde d'une femme nommée Sharon Panley. La population de la ville est d'un peu moins de 5000 habitants, le revenu médian est déprimant, les licenciements à l'usine d'il y a 2 ans ont écrasé ce qui restait, la bibliothèque a fermé le printemps dernier et les écoles sont à peine ouvertes. Marcus hocha lentement la tête, assemblant les pièces du puzzle. Quoi d'autre? Mélanie hésita. Il y a une photo de l'enfant jointe à l'une des newsletters locales. Tu veux la voir? Il s'assit et tourna l'écran vers lui. Sur cette photo granuleuse, probablement prise avec un téléphone donné, se trouvait un garçon debout devant un panneau affichant en marqueur les mots « Sauvez nos écoles ». Il tenait un bocal rempli de pièces de 25 cents et souriait à l'appareil, comme s'il venait de remporter une médaille d'or. Ses cheveux étaient en désordre, son jean comportait des trous et ses dents n'étaient pas droites. Mais Marcus y vit le même angle obstiné dans sa mâchoire, la manière dont ses oreilles ressortaient un peu trop. Un éclat d'Élie, enfoui sous tout ce bruit. Il se laissa aller en silence, puis se leva. « Appelez le service juridique, dites-leur que j'ai besoin d'une autorisation de déplacement pour demain. Nous partons pour Maplewood. » Mélanie cligna des yeux. « Tu es sérieux ?» Marcus hocha la tête. « Non de la presse, pas d'entourage. Je veux que ce soit discret. » Elle griffonna les notes, puis releva les yeux. « Tu penses qu'il est ?» « Je ne sais pas, » répondit Marcus, « mais il faut que je le découvre. » L'avion a atterri sur la piste d'atterrissage de Maplewood juste après midi, bien que qualifier cet endroit de piste soit généreux. C'était un tronçon d'asphalte craquelé derrière un vieil hangar, orné d'une fresque fanée d'un cardinal et les mots « Bienvenue à Maplewood, nous sommes enracinés ici ». Marcus sortit dans l'air sec du printemps, ajustant le col de sa veste tout en scrutant le paysage tranquille. Pas de presse, pas de limousine, juste une voiture de location et un itinéraire manuscrit que Mélanie avait imprimé exprès, vraisemblablement pour correspondre au ton du lieu. Il n'avait pas d'objection à ce calme qui l'aidait à réfléchir, et dernièrement, il en avait eu trop. Il n'avait pas parlé à Ellie depuis le jour où il lui avait montré la lettre. Le garçon n'avait posé aucune question non plus, il s'était contenté de hausser les épaules et de retourner à ses dessins, et Marcus n'avait pas insisté, mais il n'arrêtait pas de penser à cette écriture, à la photo ou à la drôle de douleur qui s'était emparée de sa poitrine en voyant Jamie sourire devant ce panneau. Ce n'était pas qu'une ressemblance, il y avait quelque chose dans la façon dont le garçon se tenait, trop droit pour sa taille, comme si le monde l'avait déjà défié d'être petit et qu'il avait refusé. Il conduisit lentement en ville, passant devant des devantures fermées et des terrains vagues où l'herbe poussait à travers le béton fissuré, une boulangerie aux fenêtres barricadées, une cour d'école clôturée d'un grillage affaissé. Maplewood avait autrefois été quelque chose, mais désormais, elle s'accrochait aux souvenirs de décennies meilleures. Son histoire de couverture, homme d'affaires explorant la revitalisation industrielle, tiendrait. Il avait déjà fait cette danse ailleurs, mais jamais pour des raisons personnelles. Jamie, quant à lui, passait déjà la journée la plus excitante de son année. Il était assis sur un petit mur de briques devant le bureau de poste, mâchant une paille et plissant les yeux contre le soleil, faisant semblant de ne pas se soucier que Tuck lui ait apporté des jumelles. Tuck était accroupi à côté de lui, les scrutant comme un espion, narrateur de tout, alors que Jamie lui avait déjà dit 3 fois d'arrêter. « Il est là » chuchota Tuck. Veste sombre, lunettes de soleil, une sorte de moue sophistiquée, ça doit être lui. « Tu as déjà vu une moue sophistiquée » demanda Jamie. « Je viens d'en voir une. » Jamie se redressa, secoua son jean qui en était à son 2e jour d'usure et avait un genou raccommodé, retira son sweat à capuche et jeta un coup d'œil de l'autre côté de la rue où la voiture de location s'était arrêtée devant l'hôtel de ville. L'homme qui en sortit semblait tout droit sorti d'une couverture de magazine, ces riches qui ne lisent en fait pas vraiment tout de lui, tout était impeccable, son manteau, sa montre, la manière dont il ne regardait pas autour de lui comme s'il était perdu. Jamie le regarda discuter avec le maire et quelques membres du conseil municipal, tous paraissant nerveux. « Bon signe. Tu vas lui parler » demanda Tuck. Jamie haussa les épaules. « Il est venu ici à cause de ma lettre, je devrais au moins lui faire un discours de luxe. » « Ne va pas trop loin, tu deviens bizarre quand tu le fais, » dit Tuck. « Je ne le suis pas, toi tu le es, en l'ignorant. » Ignorant ce commentaire, Jamie traversa la rue sans attendre le feu. Maplewood ne comptait qu'un seul feu de circulation fonctionnel et les conducteurs le prenaient surtout comme une suggestion.
Il arriva de l'autre côté juste au moment où Marcus se dirigeait vers les marches de l'hôtel de ville. Jamie ne se présenta pas formellement, il se laissa tomber et se plaça aux côtés de l'homme, les mains dans les poches. « Tu es le gars qui a reçu ma lettre ?» Marcus jeta un coup d'œil. La voix était familière, issue uniquement des mots de cette page, mais il y avait tout de même un rythme dans l'écriture, rapide et enthousiaste, comme si le garçon courait toujours un peu plus vite que ses propres pensées. « Ça dépend, répondit Marcus. « Tu t'appelles Jamie ?»« Ça dépend, répliqua Jamie. « Tu es là pour sauver la ville ou pour la contempler sérieusement et partir ?» Marcus ralentit et lui jeta un regard de près. La ressemblance avec Ellie n'était pas seulement visuelle, c'était aussi dans la façon dont Jamie inclinait la tête, un défi subtil mêlé de curiosité, dans le fait que son sweat à capuche arborait un cordon usé, que ses baskets étaient trop grandes et qu'il se comportait comme quelqu'un habitué aux déceptions mais qui ne se taisait jamais. « Je suis là pour écouter, » dit Marcus. « Mauvaise réponse, » répliqua Jamie. « C'est honnête. » Jamie hocha la tête d'un signe qui semblait valider le test. « D'accord, alors voici ta visite guidée gratuite. Les bibliothèques sont fermées, les écoles sont pour la plupart ouvertes mais la moitié des lumières ne fonctionnent pas, les usines sont à l'arrêt. On raconte que ça fonctionnait en 3 équipes et maintenant c'est infesté de rats. Ça fait partie du discours ? Ça dépend, tu aimes les rats ? Marcus ne sourit pas, mais quelque chose se desserra dans sa poitrine. Il n'avait pas prévu de rencontrer Jamie dès le premier jour, il s'imaginait une visite formelle, planifiée et stérile, mais ceci était bien meilleur. Jamie parlait comme si personne ne lui avait jamais demandé de répéter quoi que ce soit, juste la vérité, brute et bancale. Ils déambulaient ensemble sur Main Street. Jamie saluait quelques commerçants, criait quelque chose de sarcastique à un homme réparant une boîte aux lettres et se réfugiait dans un petit terrain où une fresque de l'histoire de la ville commençait à s'effacer. « Tu habites pas dans le coin ?» demanda Marcus. Jamie secoua la tête. « Je fais du surplace. Placement familial, actuellement chez Sharon. Elle va bien, fait une soupe aqueuse et a 5 chats, ils me détestent tous, ce qui est juste. Je suis plutôt un gars chien. Tu racontes toujours autant de choses aux étrangers ? » Jamie haussa les épaules. « Tu ne te sens pas comme un étranger. Je t'ai déjà écrit, tu te souviens ? » Marcus s'arrêta de marcher. Jamie continua d'avancer, puis se retourna, remarquant « Tout va bien ? » « Que sais-tu de tes parents ?» demanda Marcus. Jamie plissa les yeux. « C'est un changement étrange. Tu as mentionné le placement familial, je n'en sais pas grand-chose. Maintenant, plus lentement. J'étais petit quand on m'a déposé. Pas vraiment de souvenirs, juste un nom sur le dossier et une note qui a disparu quelque part entre les foyers. Personne n'est jamais venu me chercher. Ça va, non ? Jamie haussa encore les épaules. Je suppose que non, mais on finit par s'habituer à l'idée que certaines questions n'ont pas de réponse, comme pourquoi on a une sonnerie d'école qui retentit la nuit sans raison. Marcus observa le garçon longuement, incertain de ce qu'il cherchait, mais certain que c'était là. « Voudrais-tu avoir des réponses, si tu pouvais les obtenir ?» demanda-t-il. Jamie lança un caillou sur le trottoir. « Ça dépend, si ce sont de bonnes réponses. Bien sûr, si ce ne sont que plus de questions, j'en ai déjà assez. » Le conseil municipal les rejoignit, visiblement débordé, pour retrouver Marcus en train de marcher avec leur mystérieux écrivain de lettres. L'un d'eux tenta de le diriger vers une visite officielle à nouveau. Marcus hocha la tête, mais ne bougea pas immédiatement. Il regarda en arrière vers Jamie qui, déjà, recommençait à lancer des cailloux avec une certaine nonchalance acquise. « On se revoit ?» dit Marcus. « Probablement. Je me balade. » Marcus suivit le conseil dans la rue, mais ses pensées restaient en arrière. Jamie avait laissé quelque chose dans l'air, comme une charge statique, une familiarité à laquelle il ne s'était pas préparé. Il ne savait pas encore ce que c'était, une coïncidence, le destin, ou quelque chose d'encore plus étrange, mais il savait qu'il n'était pas prêt à laisser tomber, pas du tout. Le déjeuner au dîner ne faisait pas partie de la visite officielle de Maplewood. Marcus s'était éclipsé d'une interminable séance de questions-réponses sur les permis de zonage du conseil, prétextant poliment devoir prendre un appel. Il traversa 2 pâtés de maison après une station-service rouillée et poussa la porte du Dotes Dîner, ce genre d'endroit où les alcools étaient frelatés, le café servait automatiquement et les habitués cessaient de parler à l'arrivée d'un nouveau venu. La cloche au-dessus de la porte sonnait comme si elle avait un sens. Jamie était déjà assis dans une cabine au fond, les jambes pendant du bord, se frayant un chemin à travers un milkshake comme si celui-ci lui devait de l'argent. Marcus s'assit en face de lui sans un mot.
La serveuse, Dot, peut-être jugeant d'après son badge brodé, lui apporta un café sans en demander davantage. Jamie glissa un menu sur la table. « Tu as l'air d'un gars du genre Patty Melt », observa Jamie, tout en aspirant le reste de son milkshake. « Alors, as-tu appris quelque chose d'utile lors du comité de zonage ? Genre, de quel côté du bâtiment se lève le soleil ? » « Rien d'aussi informatif, » répondit Marcus. « Ça me va. » Un silence s'installa, mais pas de ce silence gênant. Jamie ne semblait pas dérangé de le remplir de néant, et Marcus apprit que le garçon n'imposait pas des paroles là où elles n'étaient pas nécessaires. Finalement, Marcus commanda le patty melt et Jamie opta pour des pancakes à midi. « Ne juge pas, » dit Jamie, bouche pleine, « tu n'as jamais vraiment dépassé les pancakes. » Marcus l'observa un moment. « Tu habites avec Sharon, non ? » ?»« Oui, pour l'instant. Elle est sympa, mais un peu bizarre avec les coupons. » »« Combien de foyers as-tu connu ?» Jamie commença à compter sur ses doigts, puis s'arrêta. 6 ou 7, ça devient flou. Certains n'étaient que pour une nuit, d'autres durent 1 an ou 2. Sharon va bien. Elle me laisse lire après le coucher, et ne s'énerve pas quand j'oublie de rincer mon assiette. Tu te souviens de quelque chose d'avant le système ? Jamie essuya du sirop sur son menton avec le revers de la main, puis murmura, un vieux plaid jaune, quelqu'un fredonnant. J'en rêvais beaucoup quand j'étais plus jeune. Maintenant c'est comme regarder quelque chose à travers une vitre embuée. Tu sais, c'est là, mais ça ne se précise pas. Marcus hocha la tête, gardant une voix calme. Tu connais ta date de naissance ? Le 6 mai. J'ai eu un gâteau une fois qui épelait mon nom de travers, en disant joyeux anniversaire, Jamie. Je n'ai pas protesté, c'était au chocolat. Marcus fixa la table un instant de trop. L'anniversaire d'Ellie, c'était le 6 mai. Jamie remarqua l'hésitation. Ça va ? Marcus se ressaisit. Juste en y pensant. Jamie s'allongea en arrière, tu poses beaucoup de questions silencieuses, tu donnes beaucoup de réponses bruyantes. C'est vrai, répliqua Marcus. La nourriture arriva, ils mangèrent, la conversation dériva. Jamie parlait de l'ancienne aciérie et de son désir de la transformer en entrepôt un jour, les gens jettent les meilleures choses, tu serais étonné de ce qu'on peut faire avec des ventilateurs cassés et un peu d'imagination. Il parla de construire une rampe de BMX avec tuque derrière l'école et comment il s'était fait gronder pour avoir tagué en vert fluo. Il évoqua un enseignant qui lui prêtait des livres, dont la plupart parlaient d'astronautes ou d'inventeurs. « Et toi ?» demanda soudain Jamie. « Qu'est-ce que tu voulais être quand tu avais mon âge ?» Marcus leva les yeux, pris au dépourvu. « Un ingénieur. » Tu es devenu quelque chose de plus sophistiqué que ça. Tu construis encore des choses, mais plus avec tes mains. Jamie hocha lentement la tête, pensif. C'est un peu triste ? Les mots frappèrent Marcus plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Il regarda le garçon en face de lui, des miettes sur la manche, la tête inclinée comme s'il essayait toujours de percer le mystère de Marcus. Il n'y avait rien de caché chez lui, aucune mise en scène, juste l'honnêteté simple de quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que son opinion compte, et qui l'exprimait quand même. Après le déjeuner, Marcus sortit son téléphone. Il marcha jusqu'au bord de la place de la ville, s'arrêta à côté d'une cabine téléphonique qui ne fonctionnait plus depuis des années et composa le numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis près de 8 mois. Mara répondit aux 3e sonnerie. « Salut », dit-il. Un long silence, puis, quelque chose est-il arrivé à Ellie ? « Non, il va bien. »« Ce n'est pas à son sujet, » répondit-elle. « Pas exactement. Je n'aime pas l'intonation. Je suis à Maplewood. » Un autre silence. Un enfant d'une ville du Midwest en déclin t'a écrit pour la sauver, je l'ai rencontré aujourd'hui. Il a 10 ans, il est en placement familial, pas de parents connus, même date de naissance qu'Ellie. Le silence s'étira de nouveau. Il s'appelle Jamie, ajouta Marcus. Il ressemble à Ellie. Même écriture, même rythme de voix. Ce n'est pas qu'une coïncidence. Lorsque Mara parla enfin, sa voix était calme et étrange. Tu dois rentrer à la maison. Marcus ne répondit pas. Ce n'est pas un fil que tu veux tirer, dit-elle. Je suis sérieux. Tu le sais déjà, non ? Son souffle se fit court, puis plus doux. Laisse tomber. Pourquoi ? Parce que c'était il y a longtemps et qu'ouvrir des boîtes fermées pour une raison n'apporte jamais rien de bon. Ce n'est pas une réponse. Mara hésita, puis ajouta, rentre à la maison, Marcus, s'il te plaît. Il raccrocha sans rien dire de plus. De retour chez Sharon, Jamie était assis dans le salon exigu avec son vieil ordinateur portable posé sur ses genoux.
Il avait une routine, dès qu'il se passait quelque chose d'étrange, il le cherchait. Il ne croyait pas à attendre que des adultes lui expliquent les choses. L'homme de la lettre était venu en personne, c'était étrange. L'homme qui questionnait sa date de naissance et ses parents, encore plus étrange. Jamie tapa « Marcus Stonehenge fils » dans la barre de recherche. Des photos apparurent, des couvertures de magazines, des articles, des interviews où la plupart traitant d'argent, de brevets ou de conférences dont Jamie se désintéressait. Puis une photo l'arrêta net, Marcus Stonehenge, debout sur une scène, tenant la main d'un garçon. La légende disait, le géant de la tech amène son fils au sommet de la jeunesse. Le garçon avait les cheveux en bataille, un sourire nerveux et le même visage que Jamie voyait chaque matin dans le miroir. Il fit un zoom, regarda à nouveau, encore et encore. Il ne dit rien, se contenta de fixer, puis sortit l'enveloppe qu'il avait utilisée pour écrire sa lettre, la plaça à côté de l'écran et compara les boucles des « le même pli ». Tuck entra par la porte moustiquaire avec une boîte de bande dessinée, s'arrêta en plein pas. « C'est quoi ça ?» Jamie ferma lentement son ordinateur portable. « Rien. » Tuck plissa les yeux. « Tu fais cette tête. Tu sais, celle que tu fais quand tu découvres quelque chose d'étrange, mais que tu ne sais pas encore si c'est bon ou mauvais. » Jamie se pencha en arrière contre la coudoir. « Je crois que je viens de rencontrer quelqu'un que j'aurais dû connaître il y a longtemps. » Tuck s'assit à côté de lui, curieux. Jamie ne répondit pas tout de suite, il regarda encore la photo, puis son reflet dans l'écran noir, toujours en train d'essayer de comprendre. Jamie ne dit rien le lendemain matin, ni à propos de la photo, ni du garçon qui lui ressemblait, ni de la douleur étrange dans son estomac qui était restée toute la nuit. Il n'était toujours pas sûr de ce que cela signifiait, ni de ce qu'il devait faire face à la possibilité que quelqu'un, pas n'importe qui, mais quelqu'un comme Marcus Stonehenge, puisse être plus qu'un visiteur de l'extérieur. Alors il garda le silence. S'il avait tort, il passerait pour un idiot, s'il avait raison, il ignorait ce qui suivrait. Pendant ce temps, Marcus avait déjà pris de l'avance. Il avait récupéré la serviette en papier que Jamie avait griffonnée la veille, un dessin désinvolte d'un robot fabriqué avec des fourchettes et des cuillères, laissé sur la table du dîner, et l'avait plié dans la poche de son manteau comme si ce n'était pas un bout de papier, mais une clé. Cet après-midi-là, il l'avait discrètement expédié à un laboratoire privé de Chicago, accompagné d'un écouvillon scellé dans un sac Ziploc, étiqueté uniquement d'un numéro. L'échantillon avait été fourni par la brosse à dents d'Ellie. Il n'avait pas demandé la permission, il n'avait même pas hésité. Quelque chose s'était installé en lui après l'appel de Mara, quelque chose de lourd et de froid. Il ne cherchait plus la confirmation, il s'y préparait dans les jours qui suivirent. Pendant ce temps, Marcus restait à Maplewood sous le prétexte mince d'évaluer le potentiel économique de la ville. Le conseil lui laissait l'espace nécessaire pour explorer. Les habitants le traitaient avec une curiosité mêlée d'un espoir prudent où l'argent attire l'attention, même s'il arrive discrètement. Mais c'était Jamie qui continuait à l'attirer, orbitant comme un satellite libre, réapparaissant sans cesse dans la journée de Marcus. Il se montrait lorsque Marcus visitait l'école, traînant avec un sac à dos plein de calculatrices cassées qu'il voulait réparer. Quand Marcus se rendait au centre communautaire, Jamie était déjà là, réorganisant le désordre de câbles dans l'ancienne salle informatique, expliquant à un bénévole comment installer 5 postes de travail fonctionnels avec quelques claviers donnés et beaucoup de rubans adhésifs. Marcus ne s'impliqua pas directement au début, il observait depuis les marges, parlait à quelques enseignants, posait des questions sur ce qu'était autrefois la ville, puis il commença à apparaître avec des choses. Une machine distributrice rénovée fit son apparition dans le couloir de l'école, garnie de barres de céréales et de ces petites boîtes de raisins secs que personne n'aimait, mais que tout le monde mangeait. Il apporta une boîte d'ordinateur portable d'occasion provenant de l'un de ses entrepôts de stockage. Au déjeuner, il s'assit à côté de Jamie et écouta le garçon décrire en détail son plan pour transformer l'ancienne chaufferie en un espace de création. « Cette ville n'a pas besoin d'être sauvée », dit Jamie un après-midi en resserrant une vis sur le ventilateur rouillé d'un ordinateur portable. « Il faut la recabler. On ne peut pas simplement jeter de l'argent ici en espérant que ça colle. Il faut montrer aux gens comment utiliser des outils, sinon c'est comme offrir à quelqu'un un bateau sans rame. » Marcus le regarda. « Tu parles toujours comme ça. » Jamie haussa les épaules. « Seulement quand il y a des auditeurs. » Plus tard ce soir-là, après une autre longue journée d'activité semi-officielle, ils s'assirent sur les marches de l'école élémentaire, mangeant des sandwichs de station-service et discutant de tout et de rien. Le ciel devenait rose et la rue était silencieuse, à l'exception du doux crissement de pneus sur du gravier au loin. Jamie se pencha contre la rambarde, un emballage froissé sous le coude.
Tu as déjà fait des rêves qui te marquent sans raison? Parfois, j'ai toujours le même rêve. Je joue à cache-cache, pas dans une maison, mais dans un grand champ ouvert, et je ne suis pas seul. Il y a un autre gamin, il est rapide, toujours en train de rire. Je ne vois jamais son visage, mais il me paraît familier, tu sais, comme s'il était à moi. Marcus ne dit rien pendant un long moment, se contentant de regarder droit devant lui, indécis quant à ce qu'il cherchait, mais certain que c'était là. Peut-être qu'il te cherche aussi, finit par dire Marcus. Jamie esquissa un sourire en coin. Puis, prenant tout son temps, les résultats du laboratoire arrivèrent un jeudi. Mélanie appela pendant que Marcus était assis dans le parking derrière d'hôtesse, buvant un café devenu froid depuis longtemps. Il ne dit pas bonjour, il attendit. Ça fait 99,9. Ce sont des jumeaux. Il ferma les yeux un instant, assez longtemps pour que l'air autour de lui se modifie, puis le remercia et raccrocha. Il ne se rendit pas chez Jamie, pas encore. Il remonta dans sa voiture et se rendit dans un dîner aux abords de la ville, celui du genre où une cabine téléphonique est toujours fixée au mur latéral. Il sortit son téléphone et appela Mara. Cette fois, elle décrocha dès la première sonnerie. « J'ai les résultats », dit-il. Elle ne demanda pas ce qu'il disait. La voix de Marcus resta neutre. « Tu l'as trahi. Tu ne m'as pas dit que tu avais pris une décision qui ne t'appartenait pas. » J'avais 24 ans, dit-elle doucement. Tu étais en train de construire une entreprise, tu n'avais pas dormi depuis des mois, j'étais seule la moitié du temps. Et le médecin a dit que la grossesse était déjà à haut risque. Quand j'ai appris que c'était des jumeaux, j'ai paniqué. J'ai pensé si je n'ai qu'à élever un enfant, peut-être que je ne m'effondrerai pas, peut-être que tu ne partiras pas. Tu pensais que je ne pouvais pas y arriver, je pensais que je ne pouvais pas, mais tu m'en aurais voulu de toute façon. Je te blâme maintenant. Elle ne répondit pas immédiatement, puis ajouta, c'était une adoption fermée. On m'avait dit que ce serait sécurisé, mais l'agence a fait faillite, les dossiers ont disparu. J'ai regardé, Marcus, je te le jure, après notre séparation, après avoir vu Ellie grandir et réaliser ce que j'avais fait, mais à ce moment-là, il ne restait rien à tracer, et tu t'es contenté d'accepter ça. Je me suis détesté chaque jour. Marcus fixa le bitume fissuré, les mauvaises herbes s'enroulant autour du parking. Il mérite de savoir, dit-elle d'une voix basse et tremblante. Il ne répondit pas, puis raccrocha. Il ne retourna pas en ville ce soir-là. Il resta longtemps dans la voiture, regarda le ciel s'assombrir et laissa la vérité s'installer. Jamie n'était pas seulement un gamin astucieux à l'écriture similaire, il n'était pas une coïncidence ou un étrange reflet, il était le jumeau d'Ellie, son fils, quelqu'un qu'il aurait dû connaître, élever, protéger, quelqu'un qui avait grandi sans tout cela. Et maintenant, il devait décider de la suite, dire la vérité à Jamie, l'entraîner dans une vie déjà en marche, ou tenter de réparer ce que Mara avait brisé et le rendre entier à nouveau. Il retourna à Maplewood après la tombée de la nuit, s'arrêtant devant la maison de Sharon où la lumière de la véranda était encore allumée. À travers la fenêtre, il vit Jamie, assis sur le sol avec une pile de livres, lisant, le menton appuyé sur une main, feuilletant les pages de l'autre, comme s'il n'avait aucun souci au monde. Marcus resta dans la voiture, il n'était pas prêt, pas encore. Marcus ne dormit pas beaucoup après avoir stationné devant la maison de Sharon. Il observa Jamie lire jusqu'à ce que les lumières s'éteignent et que le garçon se dirige vers ce qui servait de chambre. Marcus resta dans la voiture jusqu'à ce que le moteur se refroidisse et que le pare-brise s'embue. Il n'existe pas de mode d'emploi pour des moments comme celui-ci, aucune stratégie sur laquelle s'appuyer, aucune dynamique de salle de réunion à contrôler. Il avait bâti un empire en prévoyant les résultats et en minimisant les risques, mais ceci n'était pas un risque, c'était quelque chose de plus grand, quelque chose de personnel et de permanent. Le lendemain matin, il réserva un vol privé pour Ellie et lui dit de préparer ses affaires pour un voyage d'un week-end. « Nous allons quelque part de différent, dit-il. Une petite aventure. » Ellie ne posa pas de questions, il était habitué à la manière de Marcus de planifier à la dernière minute. Pourtant, Marcus remarqua qu'il emballait son carnet de croquis, ses écouteurs et 3 paires de chaussettes soigneusement roulées, comme il le faisait toujours quand il se sentait un peu incertain. Ellie était un enfant de système et de routine, il vivait pour les horaires, la clarté. Marcus ressentit un coup de culpabilité sourd en aidant à zipper le sac. Ce ne serait pas un voyage normal, et il n'était pas sûr de comment préparer son fils à ce qui l'attendait de l'autre côté. Ils atterrirent à Maplewood un samedi gris. Marcus garda ses explications vagues pendant qu'ils traversaient les rues tranquilles, donnant à Ellie rien de plus que « je veux que tu rencontres quelqu'un, et il est important ».
Ellie regardait par la fenêtre les boutiques barricadées et les fresques fanées avec une curiosité prudente. Il n'était pas habitué aux petites villes, son monde avait toujours été des horizons de ville et des couloirs soignés. À leur arrivée chez Sharon, Jamie se trouvait sur le porche, en train de marteler quelque chose sur le côté d'une vieille caisse en bois. Sharon se pencha à la porte pour dire bonjour et Jamie leva les yeux, plissant le regard. Il reconnut immédiatement Marcus, lui fit un salut rapide avec le marteau, puis remarqua le garçon qui sortait de la voiture derrière lui. Ils se figèrent tous les deux. Ellie était plus grand d'un demi-inch, mais à part cela, c'était comme regarder dans un miroir légèrement modifié. Même cheveux en bataille, même sourcils sceptiques, la même façon de se tenir, un pied tourné vers l'extérieur. Jem laissa tomber le marteau. « Tu n'as pas dit que tu amenais mon clone, dit-il. » Marcus jeta un regard entre eux. « Voici Ellie. » Jem plissa les yeux. « Tu m'as fait pousser dans un laboratoire ou quoi ?» Ellie s'avança, clignant des yeux comme s'il calculait encore ce qu'il voyait. « C'est bizarre, raconte-moi, » dit Jem, puis, avec un timing que seuls les enfants semblaient capables d'avoir, ils dirent tous les deux en chœur, « T'es bizarre. » Ils firent une pause, se regardèrent, puis éclatèrent de rire. Marcus expira pour la première fois depuis des heures. Le reste de l'après-midi se déroula comme un accord silencieux entre les garçons. Ils n'avaient pas besoin d'explications, ils existaient simplement l'un à côté de l'autre, orbitant dans le même espace. Jem montra à Ellie son raccourci secret vers les ruines de la bibliothèque, puis l'arbre derrière l'école où lui et Tuck avaient gravé des initiales qui ne leur appartenaient pas. Ellie, curieux mais pas submergé, prit tout en note et proposa ses propres remarques. Ce serait plus stable si tu renforçais la branche supérieure, ou bien on pourrait reconfigurer ce distributeur automatique si on avait accès à la carte mère. Ils travaillèrent ensemble sans discussion, comblant les lacunes de l'autre comme des pièces de puzzle séparées trop longtemps. À l'heure du dîner, il se passait des outils comme s'il l'avait toujours fait. Tuck arriva à mi-chemin, en jetant un coup d'œil à Ellie, marmonna « Oh, c'est flippant », et partit tout aussi rapidement. Plus tard, les trois s'assirent en tailleur sur le porche, mangeant de la restauration rapide dans des sacs en papier brun. Marcus s'appuya contre la rambarde, à quelques mètres, écoutant. Jem tendit à Ellie le dernier carton de frites. « Tu peux en prendre » dit-il. Ellie fronça les sourcils. « Pourquoi ? Tu n'as pas fini les tiennes ?»« Oui, mais ça ressemble à un moment où quelque chose comme ça, tu n'es pas en train de mourir, » réfléchit Jem. Il considéra cela. Non, mais peut-être que quelque chose naît, comme une rivalité fraternelle. Ellie inclina la tête. « Tu penses que... » Jem ne dit rien. Il mâchait encore, mais son cerveau travaillait clairement plus que sa mâchoire. Il fouilla dans son sweat à capuche et en sortit l'impression d'une photo qu'il avait vue en ligne, celle de Marcus et Ellie sur scène. « J'ai cherché, » dit-il, « il y a quelques nuits, tu l'as amené à quelque chose d'important. Je pensais qu'il me semblait familier, puis j'ai vu ça. » Il tendit le papier à Ellie, qu'il étudia longuement avant de lever les yeux vers son père. Marcus se détacha de la rambarde. « Je ne voulais pas que ça sorte comme ça, » dit-il, en miettant entre des burgers, mais peut-être qu'il n'y a pas de bonne manière. Il s'assit à côté d'eux, la voix posée. « Vous êtes des jumeaux, dit-il. Vous êtes nés il y a 10 ans, le même jour, à la même heure, mais un seul de vous est rentré à la maison. » Aucun des garçons n'interrompit. Marcus prit une inspiration. « Quand vous êtes nés, les choses étaient compliquées. Ta mère et moi, eh bien, nous n'avons pas pris les meilleures décisions. Elle avait peur, elle pensait que je ne serais pas capable d'élever 2 enfants tout seul, alors elle a fait un choix. Un dont je n'étais pas au courant, elle a mis Jem en adoption sans m'en parler. » Jem resta immobile. Ellie ne cligna pas des yeux. « L'agence a perdu sa trace. » Marcus continua. « Et je ne l'ai découvert que récemment, quand j'ai vu ta lettre, ton écriture. J'ai su qu'il y avait quelque chose qui clochait, alors j'ai enquêté, et me voilà. » À un moment, il n'y eut que le bruit des grillons et le pétillement d'un soda quelque part sur le porche. Puis Jem fouilla dans le carton de frites, en mit une dans sa bouche et dit « Alors ça veut dire que je dois partager mes frites maintenant. » Ellie laissa échapper un petit reniflement. « Et probablement les anniversaires. » Jem regarda Marcus. « Tu es sérieux, genre vraiment sérieux, aussi sérieux que possible ?» Jem hocha lentement la tête. « D'accord, cool, donne-moi juste une minute pour rattraper le temps perdu. » Ils ne pleurèrent pas, ne paniquèrent pas, ne se jetèrent pas dans les bras l'un de l'autre comme dans une scène de film. Au lieu de cela, ils continuèrent à manger, maladroitement et en silence, mais assis assez près pour que leurs épaules se touchent.
Marcus les observa depuis son siège, incertain si le poids dans sa poitrine était du soulagement, de la peur ou quelque chose de plus embrouillé. Après un moment, Jem se pencha en arrière. « Je ne veux pas quitter Maplewood. » Marcus le regarda. « Je ne t'ai pas demandé de le faire. » Jem pointa entre eux. « Vous êtes riche. Vous avez des bureaux, des murs de verre et probablement un ascenseur privé. » « 2, murmura Ellie. Jem roula des yeux. « Oui, j'ai Sharon, un vélo sans frein et une ville qui a à peine assez de lumière pour s'éclairer, mais c'est à moi. » Marcus hocha la tête. « Je ne suis pas là pour t'en éloigner, je suis juste là pour être là, si tu veux que je le sois. » Jem regarda Ellie. « Ça te va, ça ?» Ellie haussa les épaules. « T'es pas si mal, dit-il, au compliment. » Ils se tapèrent les poings comme si c'était déjà une routine. La nuit s'installa sur le porche. Marcus resta dehors longtemps après qu'il soit rentré, écoutant le doux bourdonnement de la ville pour la première fois depuis des années. Il ne pensait pas aux réunions, aux fusions ou aux prochains rapports trimestriels, juste à 2 garçons qui auraient dû se connaître depuis toujours et à un avenir qu'aucun d'eux n'avait imaginé. La semaine suivante, la conversation sur le porche se propagea comme une ondulation à travers Maplewood. Les rumeurs ne circulaient pas à voix basse ici, elles marchaient jusqu'aux portes d'entrée et frappaient. Il ne fallut pas longtemps à tout le monde pour entendre que la visite du week-end de Marcus Stonehenge n'était pas à propos de l'immobilier et que le garçon qui avait écrit la lettre n'était pas n'importe quel enfant placé, mais le fils perdu d'un milliardaire de la tech. Cela aurait suffi en soi, mais ensuite vinrent le reste, des secrets de jumeaux, le genre de rebondissement que l'on ne voyait habituellement que dans les rediffusions de la télévision de jour. Jem gérait l'attention comme il gérait la plupart des choses, en ignorant ce qu'il pouvait et en plaisantant sur ce qu'il ne pouvait pas, mais cela le pesait de petite manière. Il recommença à s'asseoir à l'arrière de la classe, même s'il aimait habituellement le premier rang. Il esquivait les réunions de ville et arrêta de venir en vélo sur la place avec Tuck. Il ne voulait pas être connu pour qui était son père, il n'était toujours pas sûr de ce que ce mot signifiait vraiment. Marcus essayait de rester discret, mais la discrétion n'était pas dans sa nature. Il fit appel à des consultants pour évaluer l'ancienne aciérie, offrit de financer les réparations de l'école, fit don de tablettes pour le programme extrascolaire. La plupart de ces actions se faisaient discrètement par l'intermédiaire de la société Shell qui l'utilisait pour arriver en ville. Mais les gens n'étaient pas idiots, certains accueillirent l'aide, d'autres regardaient de travers, attendant le piège. Sharon avait aussi des questions. Elle avait élevé Jem plus longtemps que quiconque, elle n'était pas ravie à l'idée qu'il soit emmené dans un manoir de verre dans une ville qu'il ne pouvait pas prononcer. Juste parce que quelqu'un partage ton sang ne veut pas dire qu'il a mérité le reste, disait-elle, les bras croisés sur son porche un soir, tandis que Marcus se tenait à côté d'elle. Il est encore un gamin, pas un trophée dans une bataille de garde. Je ne cherche pas à le prendre, dit Marcus. Je veux juste faire partie de sa vie. Tu dis ça maintenant, mais des gens comme toi ont le don de collectionner ce qu'ils pensent avoir perdu, puis quand ça ne correspond plus à l'image qu'ils s'étaient faite, ils passent à autre chose. Marcus ne répondit pas. Il n'avait jamais été accusé de sentimentalisme, mais ce n'était pas question de collectionner quoi que ce soit, c'était question de réparer des dégâts dont il n'avait même pas connaissance. Pourtant, les mots de Sharon restèrent gravés. Les choses devinrent officielles lorsque des papiers commencèrent à apparaître, avis légaux, évaluation de garde, le nom de Jem en caractères gras. L'équipe juridique de Marcus envoya des documents à l'État, déclenchant une réaction en chaîne lente mais régulière qui fit intervenir des travailleurs sociaux, des juges et des défenseurs de l'enfance. Sharon avait des droits, tout comme le comté, et Jem n'était plus seulement un enfant, il avait 10 ans, assez pour exprimer une opinion qui avait un poids légal. L'assistant social assigné au dossier de Jem était un homme mince et poli nommé Kenner, qui portait des cravates effilochées et avait des dossiers bien trop pleins pour sa mallette. Il rencontra Jem dans la bibliothèque de l'école et posa des questions douces qui ressemblaient à des pièges. « Veux-tu vivre avec ton père ?»« Lequel ?» demanda Jem. Kenner sourit, comme si c'était une réponse astucieuse, mais il continua à noter des choses. Pendant ce temps, Marcus convoqua une réunion municipale dans l'auditorium du lycée pour expliquer ses intentions. Il monta sur scène avec le maire et quelques membres du conseil municipal, exposant son plan d'investir dans l'infrastructure de Maplewood, de restaurer le réseau électrique, d'offrir des incitations fiscales aux petits commerçants et de transformer l'ancienne aciérie en un pôle prototype de technologie propre. La présentation fut fluide, mais certaines personnes applaudirent bras croisés. Une femme se leva pendant la séance de questions-réponses. « Est-ce pour aider la ville ou pour acheter ton fils ?» Marcus ne broncha pas. Il s'agit d'être présent pour les deux.
Jem était assis au fond, les bras croisés, sans applaudir. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit rentré, Jem et Ellie se glissèrent par la porte arrière de la maison de Sharon. Ils l'avaient planifié toute la journée, rien de dramatique, juste une aventure de jumeaux, quelque chose de normal, quelque chose qui leur appartenait. Ils échangèrent leurs vêtements pour le plaisir, le sweat usé et le jean long de Jem et d'Ellie, la veste zippée et les baskets propres de Jem et d'Ellie. Ils essayèrent d'entrer dans le magasin du coin en se faisant passer l'un pour l'autre, mais cela ne trompa personne. Le caissier ne leva même pas les yeux de son magazine. « Vous êtes tous les deux trop polis pour être Jem », murmura-t-il à Ellie. « Et tu es trop soigné pour être Jem », dit-il à Jem. Ils se promenèrent en ville, se relayant pour faire du vélo sur le vieux vélo grinçant de Jem et se racontant de fausses vies. Jem fit semblant d'être Ellie en essayant d'expliquer comment investir en bourse, tandis qu'Ellie fit semblant d'être Jem, prononçant un discours passionné pour sauver des chats errants de la négligence émotionnelle. À un moment donné, ils se retrouvèrent derrière l'ancienne bibliothèque, allongés sur le dos, regardant les étoiles à travers le cadre de travers d'un gymnase rouillé. Ellie fut le premier à parler. « J'ai toujours voulu savoir ce que ça ferait d'avoir un frère. » Jem hocha la tête. « Moi aussi, je faisais semblant de l'avoir. J'avais pensé que je le rencontrerais un jour, je n'aurais jamais imaginé qu'il se montrerait en costume cravate. Tu penses parfois à ce que la vie aurait été si nous avions grandi ensemble tout le temps? Parce que sinon, je ne serais pas moi, n'est-ce pas? Probablement pas, je n'aime pas ce que je suis, même si parfois ça craint, dit Jem. Ellie ne répondit pas immédiatement. J'aimerais l'avoir su, dit-il. Jem tendit la main et lui chatouilla l'oreille. Eh bien, maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu vas en faire? Ellie sourit. Probablement t'embêter beaucoup. Juste, dit Jem en roulant des yeux. Ils restèrent là jusqu'à ce que le ciel passe du noir au bleu foncé. En rentrant, Sharon attendait sur le porche. Elle ne cria pas, se contenta de faire un signe vers la porte et leur dit de se laver. Le lendemain matin, Mara arriva. Elle n'avait pas prévenu, se contenta de se présenter à la location temporaire de Marcus, les bras raides sur les côtés, les cheveux tirés en arrière comme si elle essayait de paraître plus petite. Marcus ouvrit la porte sans dire un mot. Elle n'entra pas, resta simplement debout un long moment avant de dire « Je veux le voir maintenant, il mérite aussi d'entendre ma voix. » Marcus s'écarta. « Ce n'est pas à moi de décider. » Jem se trouvait à l'arrière, en train de réparer le siège du vélo, quand elle arriva au coin de la rue. Il leva les yeux, d'abord confus, puis la reconnaissance frappa. Il ne dit pas un mot. Elle fit un pas en avant. « Salut, Jem. » Il laissa tomber la clé anglaise. « Je suis ta mère, dit-elle. »« Non, répondit-il. Tu n'es pas ma mère. » Elle sursauta. « Je n'étais pas prête, dit-elle, j'ai fait une erreur, une grosse erreur. Je ne savais pas comment arranger ça, mais j'ai pensé à toi chaque jour. » Ouais, la voix de Jem se brisa légèrement, mais il se reprit avant que ça n'explose. « Penser, ça ne change rien à ce que t'as fait. »« Je sais, mais j'aimerais avoir la chance d'expliquer. » Il reprit la clé anglaise et resserra la vis sans la regarder. « Reviens demain. » Elle hocha la tête. « Je reviendrai. » Il ne la regarda pas partir. À l'intérieur, Marcus se tenait à la fenêtre, les bras croisés. Ellie était assis sur le canapé, feuilletant une bande dessinée sans vraiment la lire. Ils entendirent tous la porte se refermer. Quelques minutes plus tard, Jem entra sans dire un mot. Ellie leva les yeux. Alors Jem haussa les épaules. Elle avait l'air fatiguée. Personne ne parla après cela. La lutte était engagée, non pas entre des personnes, mais entre des lieux, des histoires, des versions de ce que la vie pourrait être. Marcus n'était pas sûr de comment cela se terminerait, mais pour l'instant, les deux garçons étaient sous son toit, et cela, d'une manière ou d'une autre, suffisait. À la fin de la semaine, l'air à Maplewood semblait différent. Ce n'était pas dramatique, aucune banderole ne flottait sur Main Street, aucun groupe ne jouait, mais quelque chose avait bougé sous la surface, comme si la ville avait retenu son souffle trop longtemps et en avait enfin laissé échapper un peu. Marcus le remarqua dans la manière dont les gens s'attardaient après les réunions, et dans ces 10 secondes supplémentaires de regards échangés entre passants qui ne détournèrent plus le regard aussi vite. Les questions étaient toujours là, certaines sceptiques, d'autres trop personnelles, mais tout comme l'attention. Et pour la première fois depuis son arrivée, Marcus l'accueillit. Il avait gardé la plupart de ses projets secrets, quelques contrats, une série d'appels, et une longue nuit à retravailler une proposition qu'il n'avait pas regardée depuis 2 ans. L'aciérie était abandonnée depuis plus d'une décennie, et il avait jadis envisagé de l'acheter pour la ferraille.
Maintenant, il y voyait autre chose, un potentiel qui n'était pas que des chiffres. L'énergie propre était un jeu de longue haleine, nécessitant patience et foi, et pour une fois, il était prêt à risquer les deux. L'annonce vint un samedi matin. Marcus ne faisait pas de discours, mais il savait comment orchestrer une révélation. Il avait invité le maire, le conseil municipal, la moitié du personnel de l'école et quelques journalistes de la ville la plus proche, à 1 heure de route. Il n'y eut ni diffusion en direct, ni marque de l'entreprise, juste un micro installé devant les grilles rouillées de l'ancienne aciérie et une pancarte peinte à la main que Jem avait réalisée. Ce futur rouge commence ici. La calligraphie était dessinée comme un éclair, avant que quelqu'un ne demande qui allait parler. Marcus se tourna et fit signe à Jem, qui portait une chemise boutonnée surdimensionnée et des baskets aux lacets dépareillés. Il regarda la foule, puis ses cartes manuscrites, avant de les jeter au vent. « Bon, voilà le plan », dit-il, déclenchant un léger rire. « Cet endroit fabriquait de l'acier, maintenant il va fabriquer de l'espoir. Ça paraît ringard, mais on m'a dit que j'avais le droit d'être ringard, parce que je suis maintenant officiellement le Chief Kid Officer, et personne d'autre ne s'est présenté. » Quelques rires s'échappèrent, et Jem continua, s'appuyant sur le micro comme s'il s'agissait d'un pupitre dans son salon. « Mon père, qui s'habitue encore à dire ça, veut transformer cet endroit en un hub de start-up d'énergie propre. Ça veut dire des emplois, que les gens n'auront pas à partir pour gagner leur vie, et peut-être que la mère de mon meilleur ami n'aura plus accumulé 3 emplois. Aussi, ça veut dire que je peux porter ce badge. » Il leva un badge plastifié portant l'inscription « CKO Jamie Stonehenge », écrit en charpet, ce qui était probablement la partie la plus cool. Il parla ensuite de panneaux solaires, de la rénovation de l'infrastructure, d'un partenariat avec le lycée de Maplewood pour offrir des stages et une formation pratique, mais Jem garda le ton léger, entrelaçant les faits avec des blagues et des pics sincères sur la médiocrité du Wi-Fi de l'école actuelle. Il termina par une promesse simple. On ne répare pas la ville, on construit avec elle. Lorsqu'il se retira, les applaudissements furent forts et sincères, même le maire applaudit sans hésitation. Marcus se tenait à l'écart, les bras croisés, sans sourire mais profondément fier, de cette manière qui n'exigeait pas d'exhibition. Jem s'élança, rouge de gêne et rayonnant. « Je n'ai pas bégayé une seule parole, dit-il. Je n'ai eu un blackout que pendant environ 5 secondes au total. »« Tu as fait mieux que la plupart des cadres que je connais, » dit Jem en le poussant gentiment. « Tu veux dire, comme toi ?»« J'ai dit ça, » répondit Marcus. Plus tard cet après-midi, Marcus et Jem s'assirent derrière l'aciérie, là où une table de pique-nique avait été traînée à l'ombre. Quelques adolescents locaux étaient déjà là pour demander des stages, et un élève de terminale esquissait des plans sur une serviette en papier. Jem les observa à distance, mâchonnant une paille en plastique, puis leva les yeux lorsque Mara s'approcha. Marcus jeta à Jem un regard signifiant que c'était à lui de décider. Jem ne hocha pas la tête, mais ne s'en alla pas non plus. Marcus se leva et les laissa seuls. Mara s'assit en face de lui, lentement. Elle ne chercha pas à sourire. « J'ai apprécié que tu sois là-haut, » dit-elle. « Merci, j'avais l'habitude d'avoir peur de parler en public, » ajouta-t-elle. « Au collège, j'ai une fois fait semblant de m'évanouir pour éviter de faire une présentation. » Jem esquissa un sourire en coin. « Ça a marché ? » « Seulement parce que je me suis réellement évanouie, » répondit-elle après un moment de silence. « Alors pourquoi es-tu revenu ? » « Parce que je te devais plus que le silence. » Jem retira l'étiquette de sa bouteille d'eau et posa la bande soigneusement. « Tu as pris une décision sans consulter personne d'autre. Je sais que tu m'as exclu de ma propre vie, et je le sais aussi. » Il leva enfin les yeux. « Je ne vais pas te faciliter la tâche, je ne suis pas venu ici pour que ce soit facile, je suis venu pour essayer. » Jem hocha lentement la tête. « D'accord, alors essaie. » Ils parlèrent, pas longtemps, mais assez. Elle n'essaya pas de justifier ce qu'elle avait fait, elle ne pleura pas ni ne supplia, elle écouta plus qu'elle ne parla. Jem lui raconta l'histoire de Sharon à l'école et comment il inventait des histoires sur ses parents quand d'autres enfants avaient leurs parents leur rendant visite. « Une fois, j'ai dit que tu étais cascadeuse dans les films d'action et c'est pour ça que tu ne pouvais pas venir, » dit-il. Mara rit doucement. « Ton père était supposé être astronaute, mais à temps partiel, en plus de diriger une pizzeria ?» Elle sourit, mais sa voix resta douce. « Me laisserais-tu te connaître maintenant, même un peu ?» Jem ne répondit pas, se contenta de hausser les épaules, mais ne partit pas non plus. Plus tard dans la soirée, dans la location de Marcus, les garçons étaient étalés sur le sol du salon, jouant à un jeu de cartes que Jem avait appris à Ellie, appelé Snark Attack.
Il n'avait pas de règles précises, mais l'objectif semblait être de se moquer de son adversaire jusqu'à ce qu'il oublie que c'était son tour. Ellie gagna 2 fois, Jem l'accusa de tricher et réclama une revanche. Marcus observait depuis la cuisine, les bras posés sur le comptoir. Il ne dit pas grand-chose, ne voulant pas perturber ce qui devenait lentement normal. Mara intervint discrètement, lui offrit un demi-sourire et alla s'asseoir sur le canapé du fond, regardant les garçons, la posture soigneusement maintenue. Plus tard dans la nuit, alors qu'Ellie se brossait les dents et se préparait pour le lit, il frappa doucement à la porte de Jem. « Tu as déjà pensé à emménager ?» Jem était déjà au lit, les écouteurs autour du cou, feuilletant une bande dessinée graphique. « Comme avec vous les gars ? Ouais, on pourrait avoir des lits superposés, non ? Ça n'exigerait-il pas que je dorme réellement ?» Ellie roula des yeux. « Je suis sérieux. » Jem posa le livre. « J'aime être ici. J'aime mon vélo, Sharon, et la façon dont l'air sent le matin. J'aime pouvoir marcher jusqu'aux ruines de la bibliothèque et connaître chaque fissure du trottoir. Si j'emménage chez toi maintenant, j'aurai l'impression d'avoir abandonné quelque chose avant même de pouvoir choisir. » Ellie hocha la tête. « Tu veux que ce soit ton idée, exactement. Je comprends. » Jem sourit. « Merci. » Ellie se leva pour partir, puis s'arrêta. « Quand tu décideras, est-ce qu'on pourra quand même avoir des lits superposés ? » « On en reparlera, » dit Jem. La maison se tut après cela, un genre de silence qui ne semblait pas vide. Marcus se tenait en haut de l'escalier, écoutant le calme, pensant à toutes les versions de sa vie qu'il n'aurait jamais imaginées et comment, malgré tout, celle-ci pourrait enfin valoir la peine d'être conservée. La décision ne vint pas d'un coup. Jem ne se réveilla pas un matin avec une clarté soudaine, ni ne prononça un discours dramatique sur l'endroit auquel il appartenait. Cela se fit comme la plupart des vraies choses, progressivement, façonné par de petits moments calmes et des conversations qui ne semblaient rien signifier jusqu'à ce qu'ils s'additionnent. Il aimait être avec Ellie. Ils se chamaillaient constamment, mais de manière positive, comme un rythme qui faisait déjà partie d'eux. Ils se mesuraient pour savoir qui résoudrait des énigmes plus vite, se disputaient sur la question de savoir si l'ananas avait sa place sur la pizza. Jem disait oui, Ellie l'appelait trahison, et ils travaillaient côte à côte pour réparer la tondeuse cassée de Sharon, même s'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Cela n'avait pas d'importance, ils comblaient les vides de l'autre. Mais Jem aimait aussi Maplewood. Il aimait l'odeur du bitume mouillé après une tempête, le cliquetis des pneus de son vélo sur le trottoir, la manière discrète dont Sharon fredonnait en faisant la vaisselle, même si elle ne chantait jamais devant les autres. Il aimait connaître le nom de chaque enseignant à l'école, même ceux qui épelaient mal son prénom. Il y avait aussi un rythme ici, plus petit, mais qui ressemblait à la maison. Marcus avait dit qu'il ne le précipiterait pas, à son crédit, il ne l'avait pas fait. Alors, quand Jem s'assit enfin en face de lui dans la cuisine, avec un verre de jus d'orange et un flyer déchiré du centre communautaire en main, ce ne fut pas une surprise. « Je veux rester à Maplewood pendant l'année scolaire, » dit-il. « Et venir en ville pour les étés et les vacances aussi. Peut-être pour de longs week-ends, si Ellie ne me rend pas fou. » Marcus ne réagit pas immédiatement, il se contenta de hocher la tête et se saisit de son café. « D'accord, tu ne vas pas discuter, n'est-ce pas ?» Jem l'observa attentivement, aucun soupir dramatique ni aucun de ces discours intenses de papa. Marcus jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « J'en avais un prévu, mais celui-ci est bien mieux. » Une semaine plus tard, le tribunal approuva l'arrangement. Sharon garderait la tutelle pendant l'année scolaire, Marcus obtiendrait tous les droits parentaux et la garde serait partagée. Le juge, une femme plus âgée à la voix fatiguée mais aux yeux gentils, déclara que c'était la première fois qu'elle voyait toutes les parties s'accorder si rapidement sur quelque chose d'aussi inhabituel. « Ce n'est pas conventionnel, dit-elle, mais les familles le sont rarement. » La ville réagit avec un optimisme prudent. Quelques sceptiques continuaient d'observer Marcus de près, attendant que les caméras apparaissent ou que les gros titres défilent, mais cela n'arriva jamais. Au lieu de cela, ils le virent apparaître encore et encore lors des réunions du conseil, des événements scolaires et des nettoyages du samedi autour de l'ancienne aciérie. Il n'agissait pas comme quelqu'un de passage, il agissait comme quelqu'un qui voulait rester connecté. La bibliothèque rouvrit ses portes à la fin du printemps. Elle était plus petite qu'auparavant, reconstruite dans l'ancien bâtiment de la poste avec des étagères données et un système de prêt numérique. Jem se tenait près du ruban avec une paire de ciseaux surdimensionnés et la déclara ouvertiche, avant de se rendre compte que personne n'avait expliqué ce qui allait suivre. Il remit les ciseaux au maire et entra, où l'odeur de peinture collait encore au mur et chaque livre sur l'étagère portait un autocollant avec le nom de son donateur.
Ellie le trouva dans un coin, lisant le dos d'un roman de science-fiction. Tu vas en emprunter un, peut-être? J'en ai encore comme 6 chez moi, je n'ai jamais rendu rebelle. Ne laisse pas ça te monter à la tête. À l'extérieur, les gens allaient et venaient dans le nouvel espace, souriant comme on le fait quand on n'est pas habitué aux bonnes nouvelles, mais qu'on est prêt à essayer. Marcus se tenait en retrait, près du trottoir, parlant doucement avec le directeur au sujet des stages d'été. Il attrapa le regard de Jem à travers la fenêtre et hocha la tête. Jem hocha la tête en retour. Pas de grande scène, juste un signe de reconnaissance. Quelques jours plus tard, Marcus loua un camion et récupéra du bois, des clous et une douzaine d'autres choses qui resteraient définitivement inutilisées. Il ne dit pas aux garçons ce qu'ils allaient construire jusqu'à ce qu'ils soient à mi-chemin pour trier les fournitures dans le jardin de Sharon, une cabane dans les arbres. Jem demanda : « Tu as une meilleure idée ? Je ne pense même pas que cet arbre puisse supporter notre poids. » « Alors ne tombe pas, » répondit Ellie, déjà en train de lire les instructions comme si c'était des écritures sacrées. Il est écrit qu'on a besoin d'une perceuse. On improvisera. Cela prit plus de temps que prévu, il y eut des disputes sur ce qui comptait comme poutre de soutien, une blessure mineure causée par une écharde de la taille d'un crayon et un après-midi entier passé à débattre de savoir si le sol devait comporter une trappe. Mais à la fin de la semaine, la cabane se tenait, penchée un peu sur la gauche, recouverte de planches dépareillées et portant 2 ensembles d'initiales gravées sur l'une des planches principales. À l'intérieur, il y avait des coussins, une lampe de poche et une pancarte qui disait « Aucun adulte autorisé, sauf si vous apportez des encas ». La dernière nuit, avant que Marcus ne doive retourner en ville pour une série de réunions, les 3 s'assirent sous la cabane dans les arbres, regardant le soleil se coucher derrière les toits. La cour bourdonnait du léger bruit des insectes du printemps et l'odeur de l'herbe flottait dans l'air. Marcus regarda les 2 garçons, l'un de chaque côté, jambes étendues, chaussures tachées de boue. « J'ai raté la moitié de vos vies, » dit-il doucement, « et je ne manquerai pas une seconde de plus. » Ellie se laissa aller contre son bras. Jem ne dit rien, passa simplement le dernier sac de chips sans lever les yeux. Plus tard dans la semaine, Jem se tint devant une petite foule dans l'auditorium de l'école. La ville l'avait invité à prendre la parole lors d'une soirée sur l'entrepreneuriat pour la jeunesse, qui semblait ennuyeuse jusqu'à ce qu'on lui donne un micro et qu'on lui dise qu'il pouvait dire ce qu'il voulait. Il portait la même chemise boutonnée surdimensionnée et les mêmes chaussures dépareillées qu'il arborait lors de son discours à la scierie. « Salut, » dit-il. « Je m'appelle Jem. Vous me connaissez peut-être en tant que votre voisin ou pour avoir accidentellement percuté votre boîte aux lettres avec mon vélo, c'est ma faute. » Quelques personnes rirent. Je pensais que les grandes choses se passaient dans les grandes villes, que pour faire une différence, il fallait vivre en ville, être célèbre, je ne sais pas, posséder un vaisseau spatial. Mais ensuite, j'ai écrit une lettre, juste une, à propos d'une bibliothèque et de quelques trucs cassés, et quelqu'un l'a réellement lu. Il fit une pause. Je n'ai pas sauvé le monde, je n'ai même pas sauvé la ville, mais j'ai aidé. Et maintenant nous avons à nouveau une bibliothèque et une ancienne aciérie qui devient quelque chose de nouveau. Et mon meilleur ami peut voir sa mère plus souvent parce qu'elle ne travaille plus de nuit. Ce n'est pas rien. Il sourit largement, de manière décalée. Alors, si quelqu'un vous dit que les petites villes n'ont pas d'importance ou que vous ne pouvez rien faire parce que vous n'êtes qu'un enfant, dites-lui que vous êtes en négociation avec un milliardaire et que vous n'en avez pas fini. La foule applaudit plus fort qu'il ne s'y attendait. Ellie se tenait à l'arrière, applaudissant le plus fort. Les semaines passèrent, Marcus fit plus de navets, Jem partagea son temps sans se plaindre, et quand les vacances arrivèrent, il prépara un sac de sport et suivit Marcus et Ellie de retour en ville. Il retourna à Maplewood à temps pour l'école et pour le softball d'été, toujours selon son propre planning, sans jamais se sentir pressé. Un après-midi, Sharon trouva une nouvelle enveloppe dans la boîte aux lettres. Sans adresse de retour, elle contenait une lettre écrite dans la même écriture en boucle et inclinée qui était autrefois devenue virale. Mais celle-ci n'était pas désespérée, elle ne demandait rien, elle disait simplement « Cher futur, nous sommes prêts. Avec amour, Jem et Ellie. » Au loin, des rires s'échappaient de la cabane dans les arbres. 2 garçons, plus étrangers, plus à moitié, juste frères. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, ça aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez plus d'histoires émouvantes et réconfortantes comme celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais rater une vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, j'aimerais avoir vos réactions. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve pour la prochaine histoire.